Chers amis auditeurs de Radio Yingi, je vous salue. Nous sommes le mardi 5 novembre 2024. Ce soir, j'ai invité le cadre de FDI Yingi, il s'agit de Rwanda Pierre Célestin et de Mouisseneza Emmanuel. Ils vivent tous deux en France. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gaspard. Voilà, ce soir, je vous ai invité pour parler un peu du docteur Rwamutio, du procès du docteur Rwamutio Eugène. Vous savez que le verdict est tombé. Il a écopé 27 ans. Il a fait appel. Mais je voudrais vous poser quelques questions à ce sujet. Bon nombre d'observateurs ont trouvé que son procès n'était pas équitable. Je ne sais pas si c'est votre avis, Emmanuel. Bonsoir d'abord à tous les auditeurs de Radio Indie et à tous les amoureux de la paix et de la démocratie au Rwanda et en Afrique centrale, notamment. Voilà, donc, comme tu viens de le dire, bon nombre d'observateurs ont trouvé que ce procès n'était pas équitable. C'est ce que nous pensons aussi, et pour nous, enfin, nous-mêmes d'ailleurs, et au sein de notre parti, parce que dès le début de son procès, on a vu une égalité très impressionnante. Docteur Eugène Rwamutio était accusé par plusieurs organisations et ces organisations étaient représentées par une trentaine d'avocats. Monsieur Eugène, docteur Eugène Rwamutio, quant à lui, avait deux avocats, je pense, deux ou trois maximum, mais je pense que c'était deux. Déjà là, vous voyez une égalité de défense. Au niveau des témoins aussi, on a vu que les témoins de l'accusation, ils étaient au nombre de presque 800. Alors que Dr Eugène Rwamutio n'a eu droit qu'à une dizaine, une vingtaine de témoins en tout et pour tout. Vous voyez dès le départ que le procès est inéquitable. Tu peux pas être accusé, enfin, les gens qui t'accusent et qui amènent 800 témoins, et toi, tu n'as que 20 témoins. En plus de cela, ces témoins d'où viennent-ils? Les témoins qui viennent accuser Eugène Rwamutio, la plupart viennent du Rwanda. Ils sont acheminés aux frais du gouvernement rwandais, de ces organisations, mais via des financements qui sont partagés entre en tout cas qui sont financés en grande partie par le gouvernement rwandais. Ils sont amenés, conduits par les officiers rwandais. Ils logent dans les mêmes hôtels, ils mangent aux mêmes endroits. Ils vivent presque quotidiennement avec les officiers rwandais qui les accompagnent. Et vous comprenez bien que ces gens qui viennent accuser Eugène Rwamutio, que nous pouvons classer parmi les opposants du régime rwandais quand même si il ne faisait pas partie d'une organisation connue, mais vous savez qu'il a écrit pas mal d'articles et de livres pour dénoncer les méfaits de son régime. Vous comprenez bien que ces gens qui viennent l'accuser, qui viennent du Rwanda, qui sont entretenus par le régime rwandais, ils vont pas faire dans la dentelle. Donc là, on parle de leur briefing par le collectif Iboka. Voilà, ils sont briefés, ils sont donc ce collectif qui aussi a des accointances avec le régime rwandais, les briefs. Et finalement, ils viennent témoigner. Et on s'est rendu compte, peut-être on aura l'occasion de revenir, que la plupart ne connaissent même pas le docteur Rwamutio, à peine ont-ils entendu parler de lui. Et on voit que dans leurs témoignages, ils racontent une histoire apprise et dont certains ne l'ont pas bien apprise d'ailleurs, la raison pour laquelle par le moment ils se contredisent. Voilà, ça c'est un autre sujet, mais pour parler de l'inégalité de ce procès, déjà, vous voyez que tout ce monde qui vient du Rwanda, aidé par le régime rwandais pour l'accuser en pauvre médecin, qui se défend tout seul, bec et ongle, avec des avocats, vous voyez qu'il y a déjà un problème d'égalité devant la justice. Voilà, pour l'instant, je peux me limiter à ça, mais on aura peut-être l'occasion d'approfondir un peu plus. Mais Emmanuel, avant que vous ne partiez,
On a parlé de ce collectif des partis civils en France avec M. Gauthier, le couple Gauthier, qui joue un rôle pratiquement dans la formation de ces témoins. Oui, tout à fait. Ça, c'est d'ailleurs scandaleux de voir que le tribunal ne dit aucun mot là-dessus pour parler de la partialité de ce collectif, parce que ce couple d'Afros et Gauthier, c'est un couple qui, Gauthier l'a dit lui-même à la barre d'ailleurs, qu'ils ont été remerciés par le pouvoir rwandais, le président Kagame leur a décerné une médaille. Il a même dit que leur collectif est en partie financé par le gouvernement rwandais. Il a même dit à un moment donné que Kagame leur avait dit que ce qu'ils ne pouvaient pas faire en France, eux, ils peuvent le faire à sa place. Donc vous comprenez que c'est un collectif qui mène une émission commandée, qui est en fait une émission que le gouvernement rwandais aimerait faire pour essayer d'étouffer ses opposants réels ou supposés. Et à la place, il passe par une organisation qui va se présenter comme neutre pour accuser les gens, dont la plupart sont des innocents. Nous savons comment ce collectif, depuis 3 décennies, pourchasse les réfugiés rwandais en France, notamment les Hutus qui étaient soit au pouvoir, soit qui travaillaient, qui étaient en âge Qui avaient une certaine responsabilité. Qui avaient une certaine responsabilité et surtout qui ont eu des opportunités en France de continuer le travail. Quand vous regardez bien, les gens qui sont poursuivis, la plupart du temps, ce sont des médecins, ce sont des professeurs, c'est pas n'importe quelle personne. Donc, c'est les gens qui ont pu s'intégrer en France, qui ont pu retrouver une activité qui les fait vivre et qui fait vivre leur famille, les gens qui ont pu continuer à oser parler, écrire, pour dénoncer les méfaits de ce régime. Donc, pour se venger, ce régime utilise ces organisations comme cette association d'Afro-Zégoutiers pour accuser ces gens. Évidemment, on ne va pas dire autre chose, on va les accuser de génocide, mais on sait que derrière, le projet final, c'est pour écraser toute l'intelligentsia en exil, pour s'assurer qu'aucune voix discordante ne puisse prospérer en France, pour, in fine, ne pas demander des comptes au régime en place pour les crimes qu'il a commis, qui sait bien qu'un jour ou l'autre, ça va finir par être mis à la place publique. Voilà, donc ça c'est l'objectif, à mon avis, de ce couple qui bénéficie des soutiens et financiers et moraux du gouvernement rwandais pour venir traquer des réfugiés rwandais autour en France, notamment les intellectuels et les gens qui ont pu s'intégrer, pour les casser, eux et leurs familles, pour empêcher qu'une certaine voix qui s'oppose au discours officiel du régime et du père puisse prospérer en France. Et Emmanuel, avant que je ne passe à Pierre Saint-Guarinda, juste une dernière question. On ne peut pas blâmer la justice française. Non, pas du tout. La justice française, nous la respectons. C'est une justice qui travaille dans les conditions d'indépendance face aux autres pouvoirs législatifs et exécutifs. Là, il fait son travail. Ce que nous blâmons, c'est plutôt le pouvoir rwandais qui essaye de l'embrouiller, de le désorienter, en lui envoyant des faux témoignages, des faux témoins, des témoins fabriqués, qui utilisent des techniques de fabrication de témoignages. Mais ce que nous déplorons, c'est que peut-être que certains des juges de ces cours, de ces tribunaux, qui ne connaissent pas très bien l'histoire du Rwanda, qui ne connaissent pas la culture rwandaise. Vous savez qu'il y a un certain Pierre Péan qui avait parlé de la culture du mensonge chez les Rwandais, dont il tirait d'ailleurs Monsieur Nyetera, qui lui avait expliqué ce que c'est le Ugenya en Rwanda. Certains de ces juges ne connaissent pas
au fait qu'on puisse mentir devant un tribunal pour arriver à des fins politiques, mais qu'on passe derrière la justice. On utilise la justice, mais pour arriver à des fins politiques. Et ça, je pense que nous devons l'expliquer à ces cours, à ces juges, pour qu'ils le comprennent, ils saisissent bien euh, l'aspect politique qui est derrière toutes ces accusations. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas des gens qui ont des comptes à rendre à la justice et qui ont trempé dans les massacres ou dans le génocide. Certainement qu'il y en a. Ceux-là, ils doivent être condamnés, ils doivent répondre de leurs actions. Mais ce que nous condamnons, c'est que des innocents puissent être condamnés juste parce que les tribunaux ont été enfloués par des faux témoignages parce qu'eux, ils ont fait peut-être confiance à la justice rwandaise en disant ils vont nous envoyer des gens sérieux qui donnent des témoignages et des choses auxquelles ils ont assisté. Malheureusement, nous nous rendons compte que c'est pas le cas. Et là, nous devons l'expliquer à l'opinion française, notamment pour que lors du procès en appel, ils puissent bien faire attention pour distinguer les vrais témoignages et les faux témoignages. Parce que ces faux témoignages, malheureusement, qui risquent de conduire à la condamnation des innocents. Et d'ailleurs, je ne vois même pas quelle justice les victimes euh, peuvent se féliciter si un innocent est condamné par les faux témoignages. Je pense qu'une victime, la chose dont elle a besoin, c'est une vraie justice qui condamne celui qui, la personne qui lui a causé du tort, la personne qui a trempé dans le massacre des siens, plutôt que de faire condamner un innocent pour croire qu'on a eu la justice. Donc, la justice française, nous y croyons. C'est pour ça que, d'ailleurs, comme il prévoit des appels, c'est déjà une bonne chose. Vous savez que les procès en assise, par exemple, en Belgique, il n'y a pas d'appel, sauf en aller en cassation. Ici, en France, au moins, il y a cette possibilité de faire appel. Donc, le docteur Ouamoucho, il a utilisé cette possibilité. Donc, nous espérons qu'en appel, les juges ils pourront faire plus attention à ces aspects peut-être culturels qu'ils ne connaissent pas et qui risquent de les induire en erreur. Donc, nous pensons ils font leur travail de bonne foi, mais nous attirons leur attention sur le fait qu'ils peuvent se faire embourber, peuvent se faire, comment dirais-je, manipuler par des gens qui sont entraînés au mensonge et à la manipulation de l'opinion en utilisant l'émotion. Vous savez, le génocide, c'est quand même un crime grave. Quand quelqu'un arrive au tribunal en disant j'ai perdu tous les membres de ma famille, j'ai l'impression qu'après, les juges ils ne peuvent même pas derrière prêter attention à ce que cette personne dit, parce que c'est une personne. Et surtout les jurés. Oui, c'est une personne qui mérite une empathie. Du coup, pour l'écouter réellement, ce qu'elle dit, si c'est cohérent, si c'est correct, c'est compliqué. Ça demande vraiment du courage et de la connaissance de tous ces aspects, et les aspects historiques et les aspects culturels, pour vraiment bien mener ces procès et pour ne pas condamner un innocent, pour que une vraie justice soit donnée aux victimes. Il faut condamner les vrais coupables et laisser les innocents vivre en liberté et tranquillement. Et c'est cela d'ailleurs qui contribuera à la réconciliation du peuple rwandais. C'est une vraie justice, c'est pas une justice tronquée ou une justice obtenue grâce à des faux témoignages. Bon, merci, docteur Misseneza. Pierre Célestin Guarinda, j'ai une question pour vous. Guamuchio était hygiéniste. Il était médecin hygiéniste. Il était au Centre universitaire de santé publique. Et donc, il lui revenait d'assurer l'hygiène dans la ville de Boutani. Pierre Célestin Guarinda, est-ce que quelqu'un doit être condamné parce qu'il a fait son travail? Merci, Gaspard. Merci de me passer la parole. Et le docteur Guamuchio Eugène a été condamné à 27 ans de prison en assise. Et je dois, pour compléter ce que vient de dire le docteur Mouseneza, ajouter quelques éléments quand même qui montrent qu'il y a eu une incohérence et qui ont fait que le procès était inéquitable. Et d'une part, je dois relever que le procès en assise
les jurés sont des personnes qui, normalement, ne sont pas nécessairement du métier de juge. Et d'autre part, c'est des personnes qui ne connaissent pas nécessairement les réalités du Rwanda de 1994. Et donc, qu'il y ait autant de témoignages, 800 témoignages, qui tombent sur eux comme ça, et en plus des témoignages fabriqués et manipulés, on comprend bien que le procès peut virer facilement en un procès inéquitable et les jurés se laissant emporter soit par l'émotion, par tout ce que leur raconte, sans que nécessairement ils aient pu avoir le temps et la possibilité de faire la part des choses. Ça, c'est une chose qu'il convient de relever. Deuxièmement, euh, il faut relever aussi, et cela a été dit par pas mal de personnes qui étaient dans le public au moment des audiences, il faut relever que le président de la Cour a le plus souvent été très virulent vis-à-vis de l'accusé et que plutôt du côté des parties civiles, il était gentil et plutôt bienveillant. Donc, cela aussi peut amener à un procès inéquitable. Concernant le nombre de témoins dont on dit qu'il y a 800 témoins, certains se sont constitués en même temps partie civile. Qu'est-ce que ça veut dire? Partie civile, ça veut dire que vous êtes intéressé au procès. Et en même temps, on vous dit de témoigner. Donc, des personnes comme ça qui sont intéressées ne peuvent pas donner des témoignages qui sont neutres et objectifs. Ça veut dire qu'en fait, ce ne sont pas des témoignages, ça devient plutôt des accusations. Donc, ils ne seraient pas en mesure d'être vraiment objectifs et seraient là plutôt pour charger l'accusé. Donc, ça, c'est aussi une distorsion qui pouvait amener le procès à être inéquitable. Et, par ailleurs, encore au niveau de ces témoins, il faut dire que la plupart d'entre eux avaient autour de 10 ans ou même au moins au moment des événements de 1994. Ce qui veut dire que un enfant de cet âge-là n'est pas nécessairement au courant de ce qui se passe, surtout dans une période de violence telle qu'on en a connu au cours de ce génocide de 1994. Donc, et il y a lieu de se poser vraiment les questions sur ces témoins, sur leur constitution en tant que partie civile, surtout que la plupart d'entre eux sont arrivés en dernière minute. L'équipe de la défense n'a pas eu le temps de connaître ces témoins. L'équipe du procureur n'a pas eu le temps de les identifier. Et donc, cela pouvait en même temps fausser la procédure d'audition et d'identification des témoins. Donc, il faudra qu'en appel, on relève tout ça et que le tribunal puisse se prononcer là-dessus et éventuellement redresser les choses. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? C'est que à la question que tu m'as posée, que le docteur était un médecin hygiéniste, en fait, ça faisait partie de sa profession. À mon avis, il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire ensevelir les corps pour éviter qu'ils ne pourrissent pas en plein air et que cela puisse donner lieu à des épidémies. Donc, on peut raisonnablement se poser la question de savoir qu'est-ce qui se serait passé si ce travail n'avait pas été fait. Normalement, on ne devrait pas lui reprocher ce qu'il a fait. C'était plutôt pour assurer la santé publique. Il est bien regrettable qu'il y ait eu des morts. De toute façon, il ne pouvait pas les ressusciter. Donc, au mieux, c'était voilà de faire une sépulture pour éviter qu'il y ait des suites fâcheuses. Donc, le tribunal ou les témoins n'auraient pas eu à lui reprocher d'avoir fait son travail. Surtout que, j'imagine, ce n'est pas simplement une initiative de lui-même, c'est aussi la volonté des autorités
à l'époque qui voulaient que quand même il y ait cette façon d'assainir les lieux et éviter la propagation des maladies. Merci, Pierre-Célestin Guarinda. Docteur Emmanuel Misseneza, je reviens à vous. D'autres observateurs, je pense qu'il y a s'opposer à des relents politiques, donc qui auraient des accointances entre le régime rwandais et les autorités françaises. Oui, tout à fait. Cette observation de la part de certains est légitime. Quand on voit que depuis, disons, le réchauffement des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda, il se passe quand même des choses plus ou moins étonnantes. Si on commence par l'enquête déjà de l'attentat du 6 avril, vous avez vu comment cette enquête a été menée jusqu'à à déclarer en non-lieu. Euh, Alors qu'on sait bien que cet attentat terroriste du 6 avril 1994 qui a emporté le président Juvenal Habyarimana, son homologue burundais Sprint Habyarimana et leurs collaborateurs est quand même l'élément déclencheur du génocide. Parce qu'en même temps, le Rwanda a allumé des contre-feux en diligentant une enquête contre les officiers français et que le Rwanda s'apprêtait à les, les incriminer, les accuser. Du coup, les deux pays se sont arrangés. Vous savez que le Rwanda avait même trouvé un avocat américain qui conduisait cette enquête pour essayer d'accuser les militaires français et les officiers français de l'époque. Et du coup, les deux pays se sont arrangés pour et l'enquête contre l'avion du président allemand. Ils l'ont mené de cette façon pour déclarer un non-lieu. Et du côté rwandais, ils ont abandonné le rapport qui auparavant s'appelait, je crois que c'était le rapport Mutuo, qui était confié à un avocat américain, j'oublie son nom. Et donc, depuis ce jour-là, il s'est passé beaucoup de choses étranges. Donc, la nomination de Louise Mushikiwabo euh, comme chef de de la francophonie, comme secrétaire général de la francophonie, venant d'un pays qui a chassé le français comme langue officielle. Et puis, il y a eu tout un début des procès. Il y avait des accusations qui étaient là, les dossiers qui attendaient depuis une vingtaine d'années. Et puis, d'un coup, tous ces procès, ils ont commencé à être accélérés et les jugements, tous les jugements ont été des condamnations. Alors, il y a quand même lieu de se poser une question. Pourquoi chaque fois qu'un Rwandais est accusé, tout de suite, il est condamné? Et depuis que ce réchauffement a eu lieu. Et vous avez aussi, vous vous rappelez du rapport du professeur de Clerc, qui est vraiment tout sauf un rapport d'historien sérieux, qui a contribué surtout à défaire le rapport du JVA, en tout cas l'enquête du juge de Bruegel qui était poursuivi par ses successeurs. Je crois que c'est Prévidique et Martin Prévidic Prévidique et et Nathalie Pou. Pou. Et donc, tout ça a été un travail d'obstacle pour essayer de contenter le régime rwandais, pour essayer de rétablir des relations. Donc, on peut raisonnablement penser que ce qui se passe actuellement contre Dr Eugène Rwamukyo, mais il y a eu d'autres auparavant, il y a eu Dr Sosten, il y a eu d'autres. Moi, je ne me prononce pas sur la culpabilité des gens, je ne suis pas juge, mais quand on voit la façon dont se déroulent les choses, avec la collaboration, donc le Rwanda qui envoie des foulées de témoins qui sont formés à l'accusation, c'est le cas de le dire, et qui aboutit toujours à des condamnations, quand même, il y a lieu de se poser des questions. Mais nous espérons quand même que la justice va garder la tête haute, qu'elle ne va pas céder à ce qu'un régime étranger, dirigé par un président dictateur et criminel, même s'il n'a pas encore été jugé parce qu'il a son immunité, puisse venir s'immiscer dans les affaires françaises et dicter ce que la justice française doit faire. Je pense que la justice française est professionnelle, elle sait comment procéder s'il y a des criminels, elle sait comment les appréhender, les juger, mais nous déplorons que les ingérences quand même de l'État rwandais sont de plus en plus palpables dans tout ce qui se passe dans ce pays. Mais il appartient
Là, j'en profite pour lancer un appel à la communauté rwandaise, surtout les réfugiés rwandais, les vrais réfugiés qui ont fouillé le régime rwandais, à se mobiliser pour montrer que cela ne puisse pas continuer. On ne peut pas laisser les gens comme Dafos et Gauthier continuer à piétiner, à pourchasser les gens, à empêcher la paix des gens, parce qu'ils ont une émission qui reçoivent des régimes rwandais, un régime dictatorial, pour venir troubler la quiétude des gens, alors qu'il y en a même qui ont été poursuivis ou dont le début des poursuites avait commencé à Arusha, mais qui ont été abandonnés faute de preuves, ou on n'a pas trouvé assez d'éléments. Mais comme par hasard, Gauthier et Dafos, ils ont les éléments. Où est-ce qu'ils les ont? Parce qu'ils vont trouver ces faux témoins, parce qu'ils vont venir pleurer à la cour, montrer l'émotion. Je partage tout à fait la douleur de Madame Gauthier et de toutes les victimes, mais cela ne doit pas servir euh, ne doit pas donner lieu à des tentatives d'intimidation, à des tentatives d'acharnement contre les citoyens paisibles. Que les criminels soient poursuivis, mais que les gens innocents, on les laisse tranquilles. Mais pour cela, il nous faut nous mobiliser pour montrer qu'on est là, qu'on ne doit pas continuer d'accepter cela. Donc, j'en appelle à toute la communauté rwandaise exilée de France et d'ailleurs à se mobiliser pour que notre voix puisse compter, qu'on puisse aussi voir que nous sommes là, que nous n'acceptons pas qu'un régime criminel vienne s'immiscer dans les affaires, dans la justice d'un pays démocratique qui est le berceau des droits de l'homme, qui plus est. Vous voyez quand même quelle ironie du sort une petite dictature africaine vienne donner leçon à un pays des droits de l'homme et que cela passe inaperçu ou que les gens trouvent que c'est normal. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui aiment l'autoflagellation, mais à un moment donné, les Rwandais ou les Français d'origine rwandaise doivent euh, saisir l'occasion pour demander que leur liberté soit respectée, euh, que surtout ils ne soient pas accusés par des gens qui ont des motivations politiques comme Gauthier Dafroze, dont on connaît les accointances avec le régime rwandais. Voilà ce que je voulais dire. Et je lance un autre message, je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion. On parlait tout à l'heure de 30 avocats contre 2. Donc, je lance un message aux Rwandais. Si vous aimez la justice, que vous pensez que le Rwanda ne doit pas être condamné de cette façon, il faut vous mobiliser aussi pour l'aider financièrement. C'est pas parce qu'il n'a pas voulu avoir 30 avocats, c'est qu'il n'en a pas les moyens, tout simplement. Donc, si vous aimez la justice et que vous voulez pas que ce régime le régime rwandais impose son mot en France, il faut aussi financièrement aider la famille Rwamukyo pour trouver des avocats. Et d'ailleurs, nous avons aussi des avocats dans notre communauté. Pourquoi pas, pourquoi ne pourraient-ils pas se constituer pour donner leur aide en termes de plaidoirie, par exemple. C'est une idée que je lance, mais j'espère que mes compatriotes qui sont épris de paix de justice pourront m'écouter et saisir l'occasion pour vraiment porter secours au docteur Ouamoucho. Moi, je ne juge pas, il est coupable, il n'est pas coupable, mais ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai suivi, il y a beaucoup de faux témoignages, il y a beaucoup de fabrication, et les raisons de sa condamnation, pour moi, ne sont pas valables parce qu'un médecin qui est chargé de la santé publique, qui procède à l'inhumation des cadavres, ce n'est que normal. On l'accuse pas d'avoir. Il y avait même, heureusement, ça a été abandonné, mais il y avait une accusation comme quoi il aurait enterré des gens vivants. Et heureusement, le tribunal n'a pas retenu cette accusation. Et vous voyez jusqu'où on peut aller pour vraiment se débarrasser de quelqu'un qui vous dérange chez nous. Accuser un médecin hygiéniste de procéder à l'inhumation des corps. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il se passe? Donc, je pense que c'est à nous, Rwandais, exilés, opposés au régime rwandais, ou tout simplement citoyens paisibles et qui vont vivre en paix, de nous mobiliser pour soutenir Rwamukyo, pour qu'il ait des moyens de défense, pour qu'il puisse se défendre en appel, pour qu'il puisse avoir un procès équitable. Et nous espérons que de cette façon, la vérité va éclater et que la justice, la vraie justice sera rendue. Et nous faisons confiance toujours à la justice française. Je vous remercie.
Bon, merci Emmanuel. On va peut-être conclure. Pierre-Célestin Guarinda, une conclusion. Pour conclure, je confirme ce qu'a dit Emmanuel. En fait, le couple d'Afrose et Gauthier nous mène une guerre par procuration, euh, mandatée par le gouvernement rwandais qui le finance. Donc, il revient à l'opposition politique rwandaise, il revient aussi à la société civile de se mobiliser pour stopper cette guerre qui a longtemps duré, d'une part, et d'autre part, d'adopter des stratégies qui puissent renverser les rapports de force, parce que les mensonges ont longtemps duré, et puis l'histoire du Rwanda, l'histoire récente, le déroulement du génocide, les responsabilités, notamment les responsabilités du FPR et de ces cadres qui sont au pouvoir au Rwanda, sont très connues. Donc, à partir de là, il y a beaucoup de lumière sur ces événements, tellement que le mensonge ne devrait pas perdurer et que donc il faudrait inverser le rapport des forces pour que la vérité éclate et pour que les coupables soient punis et que les innocents se reconnaissent et puissent vivre tranquillement. Voilà. Deuxièmement, je sais que le docteur Guamutio a fait appel. Il faut que nous continuions à le soutenir et nous insistons pour que la justice française se ressaisisse et au niveau de l'appel et pour que les éléments qui probablement ont fait que la situation soit relativement inéquitable soient revus et que au niveau de l'appel, la situation soit corrigée et que le docteur Guamutio ait un jugement équitable et pour que finalement cela aussi soit, je dirais, un témoignage pour un pays comme la France qui met en avant les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité pour que aussi les valeurs de justice puissent venir confirmer ces valeurs. Voilà, je termine par là. Je voudrais juste ajouter un petit mot, euh, toujours à l'adresse de la communauté rwandaise. Il ne faut pas que les gens se leurrent, qui se trompent, qui pensent que c'est juste docteur Eugène Rwamucyo qui est visé. Aujourd'hui, c'est Rwamucyo, demain, c'est moi ou toi. Donc, ce qui est visé, ce que le régime rwandais veut, c'est de mettre à genoux toute l'opposition rwandaise, toute personne, toute voix discordante qui n'épouse pas le discours officiel. Donc, il ne faut pas que les gens se focalisent sur le docteur Rwamucyo, où certains peuvent se demander pourquoi ces gens sont mous, pourquoi ils parlent de Rwamucyo. Nous parlons de Rwamucyo parce que ça a été suivi, et que ça nous a montré qu'il y a beaucoup de dangers derrière, que nous avons vu que les accointances politiques sont réelles, mais ça nous a permis de montrer à ceux qui n'y croyaient pas encore que ce que veut le régime rwandais, c'est de poursuivre toute l'intelligentsia Hutu en exil pour la mettre à genoux, pour s'assurer que les crimes que ce régime a commis ne soient jamais portés devant la justice. C'est tout simplement ça. Donc, il ne faut pas que les gens se trompent, il faut que les gens se mobilisent pour le docteur Rwamucyo, mais pour eux aussi, pour la vérité et pour la justice. Merci. Bon, je vous remercie, Emmanuel Miseneza, je vous remercie, Pierre Célestin Guarinda, pour avoir répondu à mon invitation. À nous voir, à nous revoir. Bon, merci. Bonne Bonne soirée. soirée. Bonne soirée.